L'exercice numéro 63 est certainement l'un des plus beaux exercices qui existent sur les matrices, ça s'appelle le théorème de Hadamard. Donc Jacques Hadamard était un mathématicien français qui a été professeur d'ailleurs à l'école polytechnique, on va dire au début du XXe siècle. Et il a un théorème qui porte son nom, enfin pas qu'un, il en a plein, hein, Hadamard. Il a notamment travaillé beaucoup en arithmétique sur la répartition des nombres premiers. Bon, néanmoins, il a aussi travaillé sur les matrices, et il y a encore quelques conjectures qui portent son nom. Et il a démontré ce théorème, qui est un très joli théorème, qui dit que si une matrice est à diagonale dominante, alors cette matrice est nécessairement inversible. Alors, à diagonale dominante, vous avez la définition ici. Ça veut dire que le coefficient de la diagonale prend un poids considérable, puisque son module est plus grand que la somme des modules de tous les autres coefficients qui sont donc en dehors de la diagonale. Donc on va démontrer que une matrice qui est à diagonale dominante, c'est-à-dire qui vérifie cette propriété, est une matrice inversible. Vous avez vu comment j'ai traduit l'hypothèse, hein. Je vous ai tout de suite dit, c'est ce coefficient-là qui a le plus de poids. Donc le coefficient, on dit qu'il est à diagonale dominante, puisque c'est le plus gros coefficient, c'est là où se situe le poids maximal de la ième ligne. Le poids le plus important. Sur la ième ligne, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui fait la beauté de ce théorème de Hadamard? On a vu que la plupart du temps, quand on avait un problème sur les matrices, on était plutôt content puisqu'il s'agissait d'un problème qui portait sur les coordonnées. Et quand on a un problème sur les coordonnées, on fait passer des algorithmes et ça marche tout seul. Et, et la difficulté, c'est très souvent quand on a à résoudre des problèmes sur les matrices en passant par la géométrie. En général, on fait plutôt l'inverse. On va plutôt dire, tiens, ce problème géométriquement, je ne vois pas trop à quoi ça correspond. Tiens, travaillons sur les coordonnées. Eh bien, le théorème de Hadamard, justement, il nous dit, travaillons plutôt géométriquement pour démontrer que cette matrice est inversible. C'est-à-dire, pour montrer que cette matrice est inversible, je vais considérer l'endomorphisme de Cn qui est canoniquement associé à la matrice A. Et la caractérisation qui va avec, c'est-à-dire que je vais dire que ma matrice A est une matrice qui est inversible à coefficient complexe, si et seulement si le noyau de l'application linéaire canoniquement associé à la matrice A est réduit à 0. Donc je vous rappelle que le noyau de la matrice, c'est le noyau de l'application linéaire canoniquement associé à la matrice A. Donc en faisant ça, je passe sur un problème géométrique, je vois la matrice A comme la matrice d'une application linéaire. Eh bien, c'est justement ce noyau que je vais aller chercher. En travaillant avec le noyau, je vais aller chercher une propriété géométrique. Bon, bah c'est parti. Pour démontrer que ce noyau se réduit à 0, je vais donc me donner un vecteur dans l'espace vectoriel de départ de mon application linéaire. Donc je vais me donner un vecteur de Cn tel que ax est égal à 0. Je prends donc un vecteur dans le noyau de A. Donc là, j'utilise des notations matricielles, puisque j'ai dit que grand A, je voyais ça comme l'application linéaire canoniquement associée à la matrice A, et on sait que la matrice de A de x, c'est justement la matrice AX. Donc je vois le problème essentiellement matriciellement, même si derrière, il y a des applications linéaires, hein, puisque je parle de noyau. Alors là, je récupère un système d'équations, un système homogène de n équations à n inconnues, et j'aimerais démontrer que la seule solution de ce système, c'est la solution nulle, c'est-à-dire c'est la solution pour le vecteur nul. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans les coordonnées de x, hein, puisque x, je vous rappelle que je l'associe à une matrice colonne, hein, la matrice x1, etc., xi, etc., xn. C'est comme ça que je vois les vecteurs de Cn. Les vecteurs de Cn, on sait qu'on peut les identifier aux matrices à n lignes et une colonne à coefficient complexe. Et comme on voit que c'est probablement un problème de poids, je vais regarder ici la coordonnée qui a le plus grand poids. Donc je vais appeler J l'indice pour lequel le poids maximal est atteint. Donc ça va être le maximum des valeurs absolues de x1, etc. jusqu'à xn. C'est-à-dire la coordonnée qui a le plus grand poids en module. Donc quand je vais écrire le système d'équations ici, je vais regarder où est-ce que les plus gros poids se concentrent. Donc quand j'écris la première équation, je vais récupérer donc A11 x1 plus etc. plus A
1n xn est égal à 0. Donc là, le xj est associé au coefficient à un j pas terrible, parce que le poids le plus important, il est sur le coefficient diagonal. Donc on voit tout de suite que l'équation ici qui va avoir le plus d'importance, c'est probablement pas la première, probablement pas la dernière. C'est là où les deux objets de poids maximal se rencontrent. Et bien pour que le coefficient de poids maximal soit associé à xj, il faut se placer à la jème ligne. Donc je vais considérer la jème équation qui s'écrit aj1 x1 plus etc. aj j coefficient qui a le plus grand poids xj plus le coefficient ajn xn est égal à 0. Donc je considère la jème équation de ce système. Et on comprend bien pourquoi cette jème équation elle a un intérêt, puisque je vous ai toujours ressassé que les mathématiques elles se voient à leurs extrémités. Et là je suis en train de mettre en commun deux objets qui ont un poids maximal. Lui il a un poids maximal parce que son module est plus grand que le module de tous les autres coefficients de la ligne, et là je retrouve tous les autres coefficients de la ligne, et xj est la composante de x qui a un module maximal. Donc là on est en train de concentrer deux propriétés d'extrémité. Donc c'est cette jm ligne que je vais évidemment chercher à exploiter. Alors vous connaissez après la chanson, hein, elle est simple. On va mettre de part et d'autre de l'égalité les termes différents. Donc là, je vais laisser de ce côté-là les termes qui concentrent tout le poids de la relation, et je vais passer de l'autre côté les autres termes. Donc on va récupérer la somme pour k variant entre 1 et n, où k est différent de j, de ajk fois xk. Alors évidemment, pour pouvoir bénéficier du poids des objets, on va travailler en module, hein, puisque lui a le plus grand poids en module, lui a le plus grand poids en module. Donc on va prendre les modules. Comme le module du produit, c'est le produit des modules, je peux déjà dire que le module de ce terme-là va être égal à lui. Et ça va être égal au module de cette somme. Donc le module, il va tuer le signe, évidemment, puisque le module d'un nombre complexe, c'est aussi le module de son opposé. Et là, je vais utiliser les majorations naturelles quand on manipule le module. Le module d'une somme est majoré par la somme des modules. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer les majorations naturelles en disant que xj c'est la composante en module la plus grande. Donc ça veut dire que tous les modules qui sont ici sont plus petits que le module de xj. Et le terme qui est là est un terme qui est positif. Donc je peux bien majorer les produits, puisque je majore des produits de termes positifs, en disant que le module de ce terme-là est plus petit que le module de ce terme-là. Donc en continuant à majorer normalement ces termes, je vais récupérer la somme pour k variant de 1 à n, où k est différent de j, de ajk en module, multiplié par le module de xj. Donc là, je suis bien en train de majorer des produits à termes positifs, puisque je travaille avec des modules. Or, ce xj maintenant étant indépendant de la variable muette de la somme, je peux évidemment le sortir de la somme. Alors si maintenant je recompose tout, c'est-à-dire je calcule la différence, je vais récupérer donc le module de ajj moins la somme qui est ici, moins la somme pour k variant entre 1 et n, où k est différent de j des modules de ajk. En facteur de ce terme-là, je vais récupérer le module de xj. Donc en passant tout dans le membre de gauche, je récupère que cette équation, enfin cette égalité, elle est négative ou nulle. Et là maintenant, je vais analyser. Je n'ai fait que des majorations naturelles et je n'ai eu de cesse que de regrouper les termes qui avaient les poids les plus importants pour ensuite les isoler et de voir quel était l'impact sur les autres coefficients. Alors je crois que maintenant on est bien parti. Pourquoi ? Comme la matrice est supposée à diagonale dominante, je sais que ce terme-là est un terme qui est strictement positif. Pourtant, le résultat de ce produit de ce terme avec ce terme est négatif ou nul. Ce qui va donc imposer que ce coefficient est comment ? Ce coefficient, il est positif puisque c'est un module. Mais le produit de ce terme par ce terme doit être négatif ou nul. Donc on voit que la seule possibilité pour que ce terme soit négatif ou nul,
c'est que ce terme soit nul, et donc que ce terme-là soit nul. Mais qu'est-ce qu'on vient de démontrer là? On vient de démontrer que la composante la plus grande en module est nulle. Bah, si la composante la plus grande en module est nulle, ça veut dire que le maximum de tous ces nombres positifs est égal à 0. Ça veut donc dire que tous ces nombres-là sont nuls. Mais dire que tous ces nombres-là sont nuls, c'est dire que x est égal à 0. On vient de démontrer que si x est dans le noyau de A, x est nécessairement égal à 0. Comme l'autre inclusion est automatique puisque le noyau de A est un sous-espace vectoriel donc contient le vecteur nul, on vient de démontrer que si une matrice est à diagonale dominante, son noyau se réduit à 0. Donc, l'application linéaire associée est injective. Donc, comme j'ai la même dimension sur l'espace vectoriel de départ et l'espace vectoriel d'arrivée, on a bien un automorphisme de Cn. On vient donc bien de démontrer que toute matrice à diagonale dominante est une matrice inversible. C'est vraiment un très très joli théorème, ce théorème de Hadamard. Le plus beau théorème sur les matrices, je pense.